Aujourd'hui, Lotec te propose de décrypter ensemble la fameuse pompe à chaleur, la PAC. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Elle est souvent présentée comme le chauffage écologique par excellence, ou au contraire décriée comme trop coûteuse, trop bruyante, pas assez rentable, pas robuste. Elles équipent actuellement 2% des logements en Belgique, mais ce chiffre devrait atteindre 30% en 2050, selon le Bureau fédéral du plan. Donc, qu'en est-il vraiment de la PAC? Est-ce une précieuse alternative à nos chauffages, encore trop fossiles, une panacée au chauffage, ou plutôt un produit à caution, voire un piège à consommateurs, plus compulsif que conscient? Commençons par le début. Comment fonctionne une pompe à chaleur? De façon très sommaire, comme son nom l'indique, une pompe à chaleur pompe la chaleur à l'extérieur, chaleur contenue dans l'air, l'eau ou le sol, et la transfère vers le système de chauffage de mon bâtiment. Une première question s'impose donc en préambule. Y a-t-il toujours de la chaleur à l'extérieur? Même quand j'ai froid à m'en claquer les dents ou qu'il gèle? Ça paraît contre-intuitif. Pourtant, même quand je ressens le froid, il y a de l'énergie thermique, parce que la matière est toujours agitée. C'est une de ses propriétés fondamentales tant qu'on est au-dessus de 0 Kelvin, c'est-à-dire au-dessus de moins 273 degrés Celsius, les molécules bougent. Très bien. Donc la pompe à chaleur ne crée pas la chaleur, mais transfère cette chaleur ou quantité d'énergie thermique d'un endroit froid, qu'on appelle la source froide, à l'extérieur, vers un endroit chaud, appelé source chaude, l'intérieur de mon bâtiment. Mais comment se fait ce transfert? Et pourquoi fait-il plus chaud à l'intérieur de ma maison qu'à l'extérieur, si toute la chaleur vient de l'extérieur après tout? En d'autres termes, ce transfert de chaleur n'est pas linéaire, mais il s'accompagne d'un saut de température. Tout ça repose sur des principes simples, des principes que l'on côtoie au quotidien. D'abord, les changements d'état de la matière. Quand un corps passe de l'état liquide à l'état gazeux, ça coûte de l'énergie, on parle de réaction endothermique. Par exemple, quand je fais chauffer l'eau des pâtes, l'eau de cuisson passe de l'état liquide à l'état gazeux, la vapeur d'eau, sous l'effet d'une source de chaleur externe, transmise par exemple par mes plaques à induction. A l'inverse, quand un corps passe de l'état gazeux à l'état liquide, ça libère de l'énergie, qui va donc être relâchée dans l'environnement. Toute l'astuce de la PAC, c'est d'utiliser un corps très volatile, c'est-à-dire un corps qui passe facilement de l'état liquide à l'état gazeux et inversement. On parle ici de fluide frigorigène ou fluide caloporteur. Deuxième principe, quand je comprime un gaz, il diminue son volume et ça augmente sa pression, parce que les molécules ont moins d'espace pour se déplacer. De surcroît, cette compression fournit une énergie mécanique externe, elle est l'expression d'une énergie mécanique externe, et cette énergie est transformée en énergie interne du gaz, donc en augmentation de température. Ce en raison non seulement de la loi de Laplace, mais aussi de façon plus générale en raison du principe de conservation de l'énergie. L'énergie ne se crée ni ne se perd, mais elle se transforme, comme nous le dit le premier principe de la thermodynamique. Au quotidien, quand tu utilises ta pompe à vélo, celle-ci chauffe, tu fournis une énergie mécanique externe qui se traduit par une énergie interne, une augmentation de température. Enfin, troisième principe, le transfert de chaleur. La chaleur se déplace toujours spontanément du corps le plus chaud vers le plus froid. Très bien. Donc tu maîtrises maintenant les principes fondamentaux. Voyons comment ils sont mis en branle concrètement. On distingue 4 étapes. Considérons la PAC comme un circuit fermé dans lequel circule un fluide très volatile. Un circuit fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de matière avec l'environnement, mais uniquement des échanges thermiques. Comme ton radiateur, il ne relargue pas d'eau dans la pièce, mais le passage de l'eau chaude dans les tuyaux entraîne un échange de chaleur avec la pièce. Donc, première étape, au départ, nous avons un fluide à l'état liquide, froid et à basse pression. Ce fluide est exposé aux calories extérieures. Or,
il est plus froid et la chaleur se déplaçant toujours du corps le plus chaud vers le plus froid, le fluide absorbe la chaleur contenue à l'extérieur et puisqu'il est très volatile, de l'état liquide, il passe à l'état gazeux, comme l'eau des pâtes, le fluide s'évapore à l'évaporateur. Deuxième étape. Le fluide est donc maintenant sous forme gazeux. Il a accumulé des calories que l'on va pouvoir extraire. Donc ce gaz est comprimé dans un compresseur, c'est-à-dire qu'on augmente sa pression et sa température, puisque l'énergie mécanique se transforme en énergie calorique, comme la pompe du vélo. Troisième étape, on a désormais un gaz chaud qui passe ensuite dans un condenseur, lequel est placé le plus souvent dans ton système de chauffage. Donc le gaz transfère sa chaleur au circuit de chauffage, par exemple l'eau des radiateurs. Pourquoi? Simplement parce que, nous l'avons déjà dit, la chaleur se déplaçant toujours spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, jusqu'à l'équilibre des températures. Or, le fluide caloporteur est un gaz à haute température à présent. Après la compression, il est de l'ordre de 60-80 degrés, alors que l'eau du circuit de chauffage est plus froide. Si tu as par exemple un plancher chauffant, elle sera de l'ordre de 30-45 degrés. En cédant cette chaleur, le fluide redevient liquide, il se condense. Enfin, troisième étape, le fluide passe par un détendeur, c'est-à-dire une petite valve, qui freine brutalement le fluide, donc elle agit comme un goulot d'étranglement, elle force le fluide à passer par un passage très étroit. Ici s'effectue donc un travail mécanique inverse de la compression, qu'on appelle la détente qui fait baisser la pression et la température de notre fluide devenu liquide. Donc le fluide sort du détendeur beaucoup plus froid, c'est-à-dire prêt à absorber les calories qui viendront de l'extérieur, et à basse pression, donc prêt à être comprimé en parfait état. Donc pour un nouveau tour dans la PAC, dans la pompe à chaleur. Donc je résume. La pompe à chaleur transfère une quantité d'énergie thermique d'un seuil de température à un autre par un travail de compression. Parfait, tu as compris comment ça fonctionne. Voyons maintenant si c'est efficace. En d'autres termes, réfléchissons en termes de transfert d'énergie. Qu'est-ce qui rentre dans le système et qu'est-ce qui sort du système? Ce qui rentre dans le système, tu l'auras compris, c'est l'énergie thermique de l'environnement. Elle rentre dans le système au niveau de l'évaporateur, appelons-la Q1. Ce qui rentre aussi dans le système, c'est le travail mécanique de compression, alimenté le plus souvent par un moteur électrique. Au niveau du compresseur, appelons-la W. Et ce qui sort du système, c'est la chaleur relâchée dans les radiateurs. L'énergie thermique libérée au niveau du condenseur, appelons-la Q2. Ce qui importe quand on s'interroge sur la performance d'un système, la performance ici de la pompe à chaleur, c'est de savoir si l'énergie utile, l'énergie que l'on cherche à obtenir, ici la chaleur de nos radiateurs, est plus grande que l'énergie consommée pour faire fonctionner la pompe à chaleur, c'est-à-dire le travail mécanique du compresseur. En d'autres termes et de façon formalisée, on s'intéresse à la performance ou au rendement, qui est donc le rapport entre l'énergie utile Q2 sur l'énergie consommée W. Or, par bilan de conservation de l'énergie, on sait que toute l'énergie qui rentre dans le système doit être égale à l'énergie qui sort du système. Donc l'énergie entrante W plus Q1 est égale à l'énergie sortante Q2. On peut écrire l'équation autrement en disant Q2 est égal à W plus Q1, et là, on se rend compte du petit miracle sur lequel repose la pompe à chaleur, c'est que Q2 est toujours supérieur à W. Donc l'énergie utile est forcément plus grande que l'énergie consommée. Autrement dit,
on a un indice de performance qui est toujours supérieur à 100%. Par exemple, pour obtenir une puissance de 3 kW au condenseur, donc grosso modo dans mes radiateurs, je dois fournir 1 kW au compresseur par compression. J'ai donc un rapport de 3 sur 1 et donc un indice de performance de 3. Ça, c'est l'indice de performance du groupe motocompresseur. C'est un indice très théorique. D'abord parce qu'en pratique, une PAC, c'est tout un système de chauffage qui a besoin de nombreux auxiliaires pour fonctionner. Et ces auxiliaires consomment de l'électricité en plus du compresseur, ce qui dégrade la performance de la PAC. Ensuite, il y a des pertes de distribution qui sont liées à tout système de chauffage, mais aussi à la qualité spécifique de la pose de la PAC. Y a-t-il de l'isolant sur les tuyaux? Le positionnement extérieur est-il bien ventilé? Y a-t-il une régulation climatique correcte pour éviter les surchauffes, les appels intempestifs, etc. Enfin, il faut prendre en compte l'impact des variations de température. Le coefficient de performance d'une pompe à chaleur, qu'on nomme COP, C-O-P, dépend en effet fortement de la différence de température entre la source chaude et la source froide. De façon générale, plus la PAC travaille avec une faible différence de température entre source chaude et source froide, plus elle est efficace. Ça se comprend aisément. D'une part, donc, a priori, on va veiller à ce que la température de la source froide soit la plus stable et la plus chaude possible. Par analogie, on comprend qu'il est plus facile de monter un sac de 10 kg au 10e étage en partant du 5e plutôt qu'en partant du rez-de-chaussée. Donc, plus la marche est grande, plus on dépense d'énergie. De la même façon, moins la source froide contient de calories, moins elle contient de l'énergie et donc plus la PAC doit travailler pour extraire ces calories. On peut donc noter que c'est quand on a le plus besoin de chauffage, au grand froid de l'hiver, que la PAC est la moins efficace. D'autre part, en ce qui concerne la source chaude maintenant, plus la température de chauffage est élevée, moins le rendement est bon. Car on l'a vu, une PAC fonctionne comme un ascenseur thermique. Donc plus la température à atteindre est élevée, plus le compresseur doit travailler. Ce travail mécanique demande de l'électricité sans augmenter proportionnellement la chaleur produite. Donc le COP, le coefficient de performance, diminue. Pour filer la métaphore, on peut dire qu'il est plus facile d'apporter un sac de 10 kg au 5e étage plutôt qu'au 6e étage si on part du même endroit. Il faut noter ici le lien direct entre la qualité de l'isolation et les performances de la PAC, parce qu'une bonne isolation réduit les pertes, donc diminue la température de chauffage nécessaire pour atteindre un certain confort thermique, ce qui améliore directement l'efficacité de la PAC. Ainsi, pour un même confort thermique, une maison mal isolée, elle doit avoir un radiateur autour de 60-70 degrés, alors qu'une maison bien isolée se contente d'une eau de chauffage à 35-40 degrés. Donc en d'autres termes, une bonne isolation est vraiment un préalable et un allié indispensable à la pompe à chaleur. Parfait, donc tout cela posé, finalement à quel coefficient puis-je me fier? Lors de votre choix ou délibération autour d'une PAC, vous allez probablement avoir affaire à 3 indices différents. On vous parlera peut-être de COP, donc de coefficient de performance. C'est cet indice qui est présent dans le catalogue des fournisseurs et mis en avant par certains commerciaux. Or, c'est un indice purement théorique. On peut le qualifier d'indicateur de laboratoire, c'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout en compte le contexte réel, par exemple les auxiliaires, les pertes de distribution, etc. Et il indique un rapport entre la chaleur produite et l'électricité consommée, mais à un moment donné, dans des conditions standardisées, c'est-à-dire à telle température, donc à tel écart de température entre sources chaudes et sources froides. Et bien souvent, ce sont des conditions idéales. Autre indicateur dont vous entendrez probablement parler, c'est le SCOP, l'indicateur de coefficient de performance saisonnier. On pourra l'utiliser à défaut de mieux. C'est l'indicateur qui est repris sur les étiquettes européennes. Il faut toutefois rester vigilant parce que lui non plus ne considère pas toutes les baisses de performance liées aux données de la PAC intégrées dans un système de chauffage, dans un bâtiment donné,
Donc les auxiliaires, perte de réseau, de régulation, consommation des circulateurs, circuits courts liés à une mauvaise isolation, un éventuel appoint, etc. Toutefois, le scope, lui, il a l'avantage de prendre en compte les variations de température, mais via une moyenne pondérée des températures réelles. En fait, pour avoir une représentation correcte des performances de la PAC, on doit se fier au COPA, c'est-à-dire au coefficient de performance globale annuelle. C'est le rapport entre l'énergie calorifique restituée dans le bâtiment sur une saison de chauffe et l'énergie consommée pour le fonctionnement de l'installation dans son ensemble, PAC et auxiliaire. Mais ce COPA, il est individuel, il dépend d'une installation, d'une maison à l'autre. Donc a priori, il n'est pas communiqué à l'avance. On peut toutefois retenir que pour estimer les performances réelles de la PAC, on peut partir du scope et calculer en moyenne une diminution de 15 à 20% par rapport aux performances annoncées sur l'étiquette européenne. Donc, par exemple, pour une PAC RO, le scope annoncé est de 4 et le COPA effectif sera plutôt de 3,6. Donc, à partir de ces données, tu peux aussi comprendre qu'il existe différents types de PAC qui ont des coefficients de performance différents. En effet, on identifie les grands types de PAC en fonction de leur source froide et de leur source chaude. Si la source froide est de l'air, on parle de PAC aérothermique, si c'est de l'eau hydrothermique et le sol géothermique. Par convention, le nom reprend la source froide avant la source chaude. Donc, par exemple, la PAC RO, c'est une PAC qui puise l'air extérieur et diffuse la chaleur à travers l'eau des radiateurs. Il existe différents types d'émetteurs de chaleur. On distingue l'air, donc pour un chauffage à air pulsé, pour les PAC RR, l'eau, c'est-à-dire le réseau hydraulique classique, qui peut se diffuser via des radiateurs à basse température, autour de 40-50 degrés, ou bien des températures existantes mais surdimensionnées, c'est-à-dire des températures conçues pour de l'eau autour de 70 degrés, mais qui pourront fonctionner à 45-50 degrés avec une pompe à chaleur dès lors que les besoins de chauffage sont diminués grâce à une bonne isolation. Ou encore les ventiloconvecteurs, c'est-à-dire des ventilateurs qui soufflent de l'air sur une batterie alimentée en eau chaude. Et oui, et évidemment pour finir, le plancher chauffant hydraulique, c'est-à-dire des tubes d'eau chaude insérés dans une chape, la chaleur étant diffusée par rayonnement. Donc en théorie, les meilleures performances seront obtenues par une PAC sol-sol, une PAC géothermique avec plancher chauffant. Ça, c'est d'un point de vue vraiment techniciste. En fait, il faut jamais oublier de penser de façon systémique. C'est-à-dire que la maison, c'est un élément dans un écosystème et le chauffage, c'est lui-même un élément de cet élément de l'écosystème. Donc, que retenir finalement de tout cela? D'abord et avant tout, isoler la maison pour maximiser la performance de la pompe à chaleur, mais aussi, on le verra, pour des raisons économiques et environnementales. Ensuite, pour évaluer les performances réelles de la PAC, on prend le scope, on lui retire 15-20%. Et enfin, pour s'assurer une bonne qualité de l'installation et donc des bonnes performances de la pompe à chaleur, on a recours à un installateur certifié, qui est d'ailleurs nécessaire pour obtenir certaines primes, et on peut trouver l'ensemble des installateurs en suivant le lien ici. Bien maintenant, tu maîtrises les bases pour répondre à la question qui nous intéresse finalement, à savoir, la PAC est-elle une bonne idée? Peut-elle s'intégrer plus spécifiquement dans une démarche low-tech, robuste et sobre? Pour ce faire, on va devoir répondre aux questions suivantes. Quel est l'impact environnemental de la PAC? Et est-ce vraiment le chauffage le plus écologique? Est-elle rentable? La PAC, associée à des panneaux solaires, t'assure-t-il un système de chauffage gratuit, aussi bien pour ton portefeuille que pour la planète? Si ces questions t'intéressent, je t'invite à suivre Low-Tech Énergie. Rendez-vous au prochain épisode, au prochain post.